Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Smoké, artiste musicien burkinabé et accessoirement porte-parole du Ballet Citoyen. Tu peux nous dire en quelques mots ce que le ballet citoyen représente au Burkina Faso? Bien, le Ballet Citoyen, c'est un mouvement de la société civile qui a pour ambition de forcer les autorités à travailler dans le sens des intérêts du peuple. Ça, c'est d'un point de vue général. Plus particulièrement d'obliger les gouvernants à respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes édictées dans un état de droit démocratique. Toute chose qui semble logique, mais qui ne l'est pas forcément pour la plupart de nos dirigeants africains. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été le rôle du ballet citoyen en tant que mouvement social au cours de l'insurrection d'octobre 2014? Nous avons joué notre partition. Le rôle du ballet citoyen a été d'éveiller les consciences partout où on pouvait avoir accès aux populations. Donc pendant des années, c'est vrai qu'on a roulé notre bosse, on va dire, dans tout le pays, rencontré des acteurs au niveau des provinces, au niveau des universités, des écoles, etc. Et puis essayer effectivement de parler des vrais problèmes que les peuples vivaient et aussi essayer aussi d'apporter une certaine information. L'information n'étant pas la chose la mieux partagée par tous, il nous est arrivé souvent de tomber sur des gens qui avaient peur. La peur était quasi permanente, même quand il ne le fallait pas. Je me souviens d'une tentative de pétition, de signature de pétition que nous avions entamée à l'université de Ouagadougou. Il y a des étudiants qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas mettre leur nom. C'était pour le dossier Zongo. Simplement mettre leur nom, même sans référence identitaire, ils avaient peur de le faire. Donc du chemin a été parcouru depuis et je vois avec grand plaisir qu'aujourd'hui la révolte est à tous les niveaux. Tous les secteurs sont concernés. Et les Burkinabés ne réfléchissent plus très longtemps avant de réclamer leurs droits. Ce que nous avons essayé de mettre en place depuis plusieurs années, pensant que l'esprit critique, c'est vraiment la chose qui doit caractériser les populations africaines, de sorte qu'on se rende compte qu'il y a une vraie opinion publique, celle dont Norbert Zongo, le journaliste assassiné en 98, rêvait. Aujourd'hui, c'est bien que cette opinion publique-là s'exprime, même si elle ne s'exprime pas toujours sur des sujets véritablement sérieux. C'est déjà très bien de voir que les gens, aujourd'hui, ont le courage de revendiquer, de s'exprimer, de marcher, etc. Et que c'est devenu une sorte de naturel, de réflexe naturel. Et comment le ballet citoyen et les artistes burkinabés ont joué ce rôle de sensibilisateur, de vecteur d'information et de sensibilisation auprès du peuple burkinabé? Simplement en étant en contact avec les populations, simplement en organisant des actions, celles que la constitution burkinabé nous permettait, des actes de désobéissance civile aussi, des sit-ins, des marches, des débats, des conférences, des échanges, des thé-débats, ce qu'on appelait des thé-débats, c'est au niveau des grains, des caravanes de sensibilisation. Les grains, c'est des espaces Les dans grains, les c'est des quartiers où les espaces gens... dans les quartiers où les jeunes boivent du thé et échangent sur une diversité de sujets, pas forcément politiques, mais c'est vrai que c'est des foyers très souvent de réflexion sur l'actualité du pays. Donc il était important pour nous de sensibiliser aussi ces espaces-là pour faire en sorte qu'ils deviennent des espaces réels de réflexion sur la situation sociopolitique du pays et que les jeunes s'impliquent de plus en plus. Voilà, donc il nous est arrivé plusieurs fois, à maintes reprises, de transformer ces espaces d'échange autour du thé en club cibal. Ce que nous appelons club cibal, c'est un club, cibal veut dire citoyen balayeur, donc c'est un regroupement de minimum 15 personnes qui sont sensibilisées à l'activisme et à la lutte au sein du ballet citoyen, en respectant notamment notre charte et notre slogan
qui veut dire notre nombre et notre force. Et quel est le rôle des clubs cibales justement à l'échelle d'un quartier? Ben, le rôle d'un club cibal, c'est de mobiliser, hein, d'agir aussi au sein de son bloc, au sein de son quartier, de sorte à avoir une certaine légitimité par rapport aux habitants du quartier. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier-là, eh ben, votre mission c'est de le faire. Entre autres de relayer l'information lorsqu'il y a une mobilisation au niveau national ou au niveau régional, qu'on puisse compter sur les militants et les sympathisants de tous ces clubs cibales-là. Tu as des exemples d'activités que mènent des clubs cibales? Des activités simplement parce que nous ne balayons pas que spirituellement, nous ne balayons pas que des ordures ou des pourritures politiques, on balaye aussi des vraies ordures. Donc il y a des actions de nettoyage, pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable, des actions sanitaires, des actions, par exemple, telles dénoncer les conditions réelles ou le manque de matériel dans des hôpitaux ou dans des centres de soins, améliorer les espaces de circulation tels que les routes, faire don de son sang, tout ce qui peut contribuer d'une certaine façon à améliorer la condition de vie des citoyens dans les quartiers. Voilà. Donc c'est en quelque sorte faire la promotion d'un engagement citoyen, c'est-à-dire d'une politique par le bas. Exactement, c'est-à-dire qu'il nous appartient à nous, comme j'ai toujours dit, qui sommes les employeurs, puisque c'est nous qui employons ces politiques-là. On leur donne juste mandat de travailler en notre nom. Donc il n'est pas question qu'on leur laisse faire des choix qui engagent toute une nation et tout un peuple sans avoir un droit de regard là-dessus. Donc c'est pousser de plus en plus les masses populaires et les jeunes, et notamment la jeunesse, parce que nous sommes les plus nombreux, plus de 60%, faut-il le rappeler, à s'impliquer davantage et à s'intéresser vraiment à la politique. Parce que si on ne s'intéresse pas à cette politique-là, on laissera ces politiciens la faire sans nous. Donc on ne pourra avoir que nos yeux pour pleurer lorsque on contemplera les dégâts. Parce que la nature étant ce qu'elle est, lorsque des gens à qui on a confié une certaine responsabilité se trouvent à brasser des milliards sans justificatif, sans avoir à rendre des comptes, eh bien la tentation est suffisamment grande pour que ce gouvernement-là se transforme en gouvernement mafieux. Donc ils ne sont pas loin des Al Capone et consorts parce que finalement ils se servent plutôt que de servir le peuple. Et ils ont bien raison de le faire à partir du moment où le peuple s'en fout. À partir du moment où il est plus important pour le peuple de boire sa bière et de mastiquer ses brochettes, eh bien, tant que cela va durer, eh bien, on aura droit à des employés qui finalement foutent le bordel, si tu me passes l'expression, dans la maison et dans l'entreprise. Ils n'ont pas de compte à rendre, alors ils sont libres de leurs actes, de leurs mouvements et de tout ce qui pourrait éventuellement améliorer leur propre confort. Mais justement, en tant que citoyen, que ce soit en Afrique ou en Europe, au nord comme au sud, le citoyen qui a élu ses représentants se dit « moi, tout seul, là, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens bien impuissant. » Donc là vient le slogan « notre nombre et notre force ». Exactement. À l'instar d'un seul brin de balai qui ne peut pas nettoyer grand-chose, tous ces brins-là rassemblés ensemble sont un point ferme, sont une menace sérieuse pour toutes les saletés. Et voilà, donc effectivement, il est nécessaire. C'est vrai que seul, on ne peut pas y arriver. Mais il faut déjà avoir des convictions. Il faut les défendre, il faut y aller. Comme je dis toujours à mes camarades, je dis, il ne faut pas suivre des individus. Il faut arrêter de déifier les personnes. Il faut arrêter d'héroïser tous ceux qui sont au devant de cette lutte-là, d'une certaine façon. Parce que non seulement, très souvent, on en fait des martyrs, parce qu'ils sont obligés de faire le travail de milliers de personnes, en tout cas de prendre les risques pour plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais ce qu'il arrive très souvent aussi, c'est qu'ils déçoivent. Ils finissent par décevoir, et lorsqu'ils déçoivent, une fois que Sankara n'est plus là, ça veut dire que la révolution burkinabé s'arrête. Eh bien non, il faut arriver à une solution
Fiston, je suis en interview. Hein. Il faut arriver à une solution qui ferait en sorte que chaque militant se rende compte en réalité qu'il se bat d'abord pour lui-même. Une sorte d'égoïsme dans la lutte nécessaire à toute désillusion. Hein. À partir du moment où vous battez pour vous-même, vous vous battez pour des convictions, vous vous battez pour des valeurs telles que la justice, l'équité, la bonne gouvernance, l'intégrité, etc. Eh bien, vous allez aller très loin dans votre combat parce qu'à ce moment-là, je pense pas que je ne pense pas que vous pourriez manquer de sincérité dans votre lutte et voilà, cela vous amènera bien plus loin. Donc c'est ce qu'on dit à nos militants. On leur dit de défendre leurs idées, les idées nobles, de défendre leurs convictions et c'est la seule manière de s'assurer qu'on se batte jusqu'au bout, qu'on aille jusqu'au bout de ces idées pour obtenir finalement une victoire. Parce que c'est bien là le problème. Aujourd'hui, lorsque vous entendez une phrase archi connue telle que la lutte continue, on a l'impression que c'est le fameux mythe de Sisyphe, c'est-à-dire le rocher est toujours monté vers le haut, il dégringole en bas, on le ramène vers le haut, etc. Un perpétuel recommencement qui est en passe peut-être parfois de décevoir ceux-là qui luttent. Et bien non, il faut arriver à casser cette image qui ferait du lutteur un lutteur perpétuel qui finalement n'arrive jamais à aboutir à une fin noble. Un peu comme si on vous disait que le système a un trop gros cul ou que vous n'aviez pas l'appendice qu'il faut pour y arriver. Dans tous les cas, il y a un certain fatalisme qui vous amène à parfois vous décourager. Voilà pourquoi c'est nécessaire de finir le travail comme on dit, c'est-à-dire d'arriver à obtenir quand même des victoires. C'est-à-dire transformer l'insurrection en révolution, d'une certaine manière. Transformer l'insurrection en révolution bien sûr, mais déjà mener jusqu'à bout cette insurrection-là. Parce que pendant 27 ans, il y a eu des tentatives, notamment pour déloger Blaise Compaoré. Et à la dernière minute, elles ont toujours été escamotées par des intérêts individuels autres, ou etc. Ou parce que simplement, ça manquait de stratégie ou d'organisation. Donc il faut se donner les moyens d'aboutir à une fin intéressante pour ceux-là qui se battent. Qu'ils puissent se dire qu'on fait finalement, comme Thomas Sankara le disait, seule la lutte libère. On ne peut pas passer toute sa vie à lutter et toujours être prisonnier. Je crois qu'à un moment donné, on va se dire, autant ne plus perdre cette énergie-là et simplement tenter de survivre dans cette jungle ambiante. Donc c'était important pour nous que Blaise s'en aille définitivement. Voilà pourquoi on a eu ce type de réaction qu'on pourrait effectivement traiter de jusqu'au boutiste, puisqu'on a eu à faire quand même quelques compromis pour y arriver. Mais on s'est dit faire quelques compromis pour arriver au départ à la fuite d'un dictateur qui était là depuis 27 ans, ça nous semblait suffisamment, en faisant le théorème de Pascal, intéressant pour qu'on tente le coup. Voilà. Et je le dis aujourd'hui, vous avez vu après cette insurrection qu'aujourd'hui il y a l'effet Coupe du Monde. Tout le monde veut s'engager, tout le monde veut lutter, on n'arrête pas de couler sur les demandes de création de clubs Cibal et autres. C'est parce qu'il y a eu un résultat. Donc les résultats sont importants dans nos luttes. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant. Un peu comme dans la fable de La Fontaine, on déifie, on valorise le travail et pas vraiment... je vous dirais, pas vraiment le résultat, ou pas vraiment, ou pas du tout le salaire, ou ce que ça pourrait apporter à l'individu qui travaille. On semble nous dire que c'est le travail qui est le trésor, pas ce que le travail arrive à construire, mais plutôt l'acte de travail qui est le trésor. Et bien, c'est un peu cette impression qu'on avait, en tout cas que moi j'avais à un certain moment dans la lutte. C'est comme si il faut quand même, fatalement il faut lutter, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, au moins on a lutté. Mais nous on aimerait bien concilier les deux, c'est-à-dire la lutte mais aussi la victoire. C'est possible. Et tu parlais tantôt de Thomas Sankara, c'est apparemment le grand Cibal aussi. Pourquoi en avoir fait
le représentant symbolique du ballet citoyen et quelle est son importance aujourd'hui dans la jeunesse burkinabé? Nous estimons effectivement que Thomas Sankara mérite le titre de premier Cibal. J'ai été de ceux-là qui, parce qu'à un certain moment, certains de nos militants voulaient qu'on l'élève au rang de Cibal suprême. Moi, j'ai trouvé que c'était incompatible avec la lutte qu'on menait. La notion de suprématie, pour moi, ne doit pas vraiment exister dans nos mouvements. Dès lors qu'on commence à utiliser ce type de terminologie-là, on prend le risque aussi de devenir soi-même soit des dictateurs, en tout cas de mettre des personnes au-dessus d'autres personnes. Et je pense qu'on doit être profondément humain dans nos actions et retenir le fait que Thomas Sankara n'est pas un dieu, mais un homme comme nous tous qui a simplement eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Lui qui disait oser inventer l'avenir, eh bien, il a osé le faire. Et voilà, mais c'est un homme comme nous. Et c'est parce que c'est un homme comme nous que nous pouvons l'imiter. Sinon, si c'est un dieu, eh bien, tout le monde va attendre qu'un autre Sankara arrive un jour et puisse faire le travail. Mais à partir du moment où nous nous identifions à Thomas Sankara, que nous nous identifions à l'œuvre qu'il a eu à réaliser, eh bien, en ce moment-là, on se dit qu'on peut le faire et qu'on va, on va arriver à le faire. Voilà pourquoi, au finish, j'ai préféré le terme premier Cibal. Parce qu'il est vrai que c'est un des premiers hommes politiques de ce pays, ou des premiers hommes tout court, qui a eu suffisamment de culot pour écraser la plupart des tabous dans toute notre société. Tout y était inclus. Et il est vrai que c'est un vrai exemple pour nous et qu'il est son héritage est quasi permanent au niveau de la jeunesse burkinabé. Encore plus chez les jeunes qui ne l'ont pas connu. Parce que cette jeunesse-là, pour cette jeunesse-là, le mythe a été multiplié par 2 ou 3 au regard de tout ce que, de l'œuvre gigantesque que Thomas a laissé, c'est-à-dire tous ses discours, ses enregistrements, ses vidéos, ses écrits, etc. Donc cette jeunesse-là a pu d'elle-même, au-delà des clichés et puis de la contre-propagande que le Front populaire avait lancée au lendemain de l'assassinat de Thomas, a pu discerner, je pense, le vrai du faux. Les écrits donc, et les paroles sont restés. Et les actes de Thomas Sankara surtout aussi sont restés. Donc ça parlait déjà en soi. Donc on n'a pas besoin d'écouter les anciens raconter, puisque l'histoire était là, elle est encore là, elle a porté de n'importe qui. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles étaient ces idées phares qui peuvent aujourd'hui inspirer la jeunesse burkinabé plus de 27 ans après son assassinat? Les idées de Sankara sont connues. Les idées de Sankara, c'était... D'abord, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup, qui partageait et puis qui allait vite. Je pense que c'est peut-être lié à sa jeunesse, mais il allait très vite. Et c'est pour ça qu'il a fait des erreurs, heureusement. C'est parce qu'il a eu à tenter plein de choses. C'est comme s'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour le faire, le réaliser. Parce que ça s'est fait en 4 ans, donc c'est vrai qu'il ne s'embarrassait pas beaucoup de procédures. Et donc, d'abord, les réductions du train de vie de l'État, etc., tout ça, Sankara les a initiés, il les a appliqués à lui-même. C'est un des rares présidents qui a réellement créé une passerelle avec les provinces, les villages et la paysannerie, qui, faut-il le rappeler, concerne plus de 80% de nos populations qui sont encore agricoles. Et donc, ces gens, il a eu à révolutionner aussi d'une certaine façon l'éducation. Même si aujourd'hui certains peuvent avoir à critiquer cela, les alphabétisations de masse. Dans les domaines de la santé, nous avons eu droit aux vaccinations commando. Au niveau des nettoyages des villes, avec du volontariat de tous les citoyens, nous avons eu droit aux fameuses opérations Manamana. On a eu droit aux opérations 1000 bosquets, 1000 villages, enfin des plantations d'arbres. Chaque officiel qui venait en visite ici, chaque étranger, chaque diplomate qui venait devait, à chaque fois qu'il atterrissait, planter un arbre. C'est toute une symbole. Donc il y a eu ce fameux projet de ceinture verte bien avant qu'il devienne aujourd'hui populaire chez les écologistes. Il y a eu ce travail qui a été fait autour des femmes, pour la libération de la femme, pour son émancipation, l'union des femmes du Burkina,
il y a eu cet appel à la consommation locale des produits locaux, consommons burkinabé, et la mise en place de certaines industries textiles comme le Faso d'Anfani, qu'il a d'ailleurs inventé dans un discours à l'ONU. Il y a eu le changement de nom de ce pays qui avait encore un nom hérité des anciennes colonisations, puisque à l'époque il s'agissait de la Haute-Volta et on s'appelait les Voltaïques. Donc tout a été changé, le nom du pays Burkina Faso, la couleur du drapeau, le slogan, la patrie ou la mort nous vaincrons, etc. Dans tous les registres, il y avait du changement, ça bouillonnait partout. Et l'hymne national, aujourd'hui, pendant l'insurrection, tout le monde chantait l'hymne national. C'était la chanson la plus chantée, c'était la mélodie la plus entonnée pendant les marches, d'autant que elle comportait en elle-même certaines réalités vécues pendant l'insurrection. Et comme cet hymne aussi est beaucoup, le ditanien, lié aux 4 années de révolution sous Sankara, c'est vrai que les gens l'entendent toujours avec beaucoup d'émotion et de cœur. Et ça a été aussi pour nous un gros outil, parce que ça nous permettait souvent, lorsque les populations ou lorsque nos camarades étaient débordés, ou bien lorsqu'il y avait risque de dérapage, dès lors que vous entendez l'hymne national, tout le monde se met au garde à vous presque, et puis bon, ça permet de souffler, de gagner du temps et de réfléchir à la suite. Donc ça nous a vraiment aidés au niveau de l'insurrection populaire. Et bon, maintenant on est en période de transition politique. Qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que vous attendez de l'implication du ballet citoyen pour les mois à venir? Non, nous savons très bien que la tâche n'est pas facile. Nous avons franchi 2 étapes. Je pense qu'il en reste au moins 3. Mais déjà, nous en avons pris le chemin. Lesquelles sont-elles? La plus difficile, c'était déjà de faire partir Blaise Compaoré. Ça a été fait. La deuxième étape, c'est l'étape de transition pour nous amener. La troisième, ce sera l'installation d'un nouveau gouvernement légitime, élu par les populations, véritablement démocratique. Et la quatrième étape, ce sera d'en finir une fois pour toutes avec les anciens dossiers, c'est-à-dire tous les crimes de sang économiques. Les états généraux de justice, c'est pour bientôt, mais nous pensons que le peu de temps qui reste, les états généraux peuvent tout juste contribuer à ouvrir ces dossiers-là, en tout cas à lancer la démarche, la procédure, mais je ne pense pas qu'on s'en sortira pendant la transition. Donc va falloir ramener tous ces crimes-là à rester impunis. Il n'y a pas que le dossier Sankara et Zongo, même si c'est les plus gros, il y en a plein d'autres, c'est des centaines de dossiers. Pourquoi pas même ceux-là qui ont eu lieu pendant la première révolution, la révolution de 83 à 87. Il y a aussi eu des crimes, malheureusement, pendant cette période-là. Donc tout ça, il va falloir ressortir. Et donc la 5e étape, ce sera effectivement de restaurer l'autorité de l'État, parce que les populations auront eu confiance maintenant à tout ce qui était entrepris, et voilà, ils pourront se mettre véritablement au travail. Donc une fois que les gouvernants auront donné l'exemple par l'autocritique, par la gestion des dossiers les plus sales de la 4e République, par les promesses respectées, etc. En ce moment-là, je crois que les citoyens burkinabés redeviendront des citoyens intègres et auront véritablement le sens du civisme. Et on pourra dire qu'on a eu une révolution à succès et que c'est un exemple qu'on peut copier-coller dans le reste du monde. Et pour l'instant, on n'en est qu'à la moitié, je pense.